Katana, je n'ai pas la suite de votre. Je ne sais pas si vous avez lancé le live ou pas. C'est déjà Est-ce que lancé. vous avez. Le live est déjà lancé et il est en cours. D'accord, d'accord. Bonjour, chers. Bienvenue au colloque Jeunesse, Paix et Sécurité. Bienvenue dans grand plaisir pour vous ensemble. Je suis docteur en philosophie, enseignant-chercheur de philosophie au Québec. Alors, je crois que les intervenants sont connectés. Le thème, c'est l'inclusion des jeunes dans la politique de paix. Alors, il y aura quatre. Simone Bodedjouf, Namata Issa Abdul, Coco Foli Lolou, et Cheli. Et in fine, Ndai Khadi Diop. Alors, je sens à Namata Issa Abdul qui va nous parler dans les gouvernements routières. Je pense que c'est ce qui est connecté pendant que les autres arrivent. Voilà, Namata Issa Abdul, votre intervention doit durer 10 minutes. Merci. D'accord, merci à tous. Bonjour. Moi, c'est Namata Issa Abdelkader. Je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Niamey et en même temps cofondateur de Nazari Think Tank. Je remercie infiniment les organisateurs de ces colloques internationaux et je remercie également tous les participants et les intervenants. Je vais essayer de faire une présentation succincte de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance du secteur de la sécurité au Niger. Et comme vous le savez, le Niger se trouve au cœur des pays sahéliens et qui partagent une frontière ou ses frontières avec beaucoup de pays qui sont aujourd'hui en conflit. La Libye, le bassin du lac Tchad avec le Nigeria et le Tchad. Les trois frontières qui constituent aujourd'hui la problématique sécuritaire au Sahel entre le Mali, le Burkina et le Niger. Alors, l'inclusion des jeunes, comme vous le savez, les jeunes aujourd'hui ont un poids démographique très important en Afrique et même au Niger particulièrement, constituent pas moins de 75% de la population. Et malgré le poids démographique, les jeunes souvent ne sont pas au cœur de la problématique sécuritaire en tant que telle. Leur inclusion dans la gouvernance du secteur de la sécurité est un peu mitigée, sinon symbolique. C'est juste une participation symbolique. Donc, il est important de voir, de réfléchir sur leur inclusion dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Et comme je l'ai dit tantôt, et en plus des défis sécuritaires auxquels fait face le Niger aujourd'hui, s'ajoutent d'autres défis tels que les défis socio-économiques, les défis politiques. On a vu avec la crise, l'instabilité politique, comment la recrudescence des conflits, des attaques ont repris un peu dans presque tous les pays. Et aussi, à cela s'ajoute la crise humanitaire, parce que partout où on parle de conflit, il y a la crise humanitaire qui est là, avec souvent
la difficulté d'accès des ONG humanitaires ou des services humanitaires dans les zones de conflit. Souvent, il y a une restriction dans le champ de leur action. Et au cœur de ça se trouve la population qui est vraiment meurtrie et qui a besoin de beaucoup d'appui. Et tout cela est lié vraiment à une question de gouvernance. C'est pour cela que la thématique porte sur la gouvernance du secteur de la sécurité, et qui est un terme générique qui fait référence aux mécanismes de décision, de gestion, de mise en œuvre et de suivi régis par les acteurs du secteur de la sécurité. Donc, cette gouvernance est considérée tantôt bonne, tantôt mauvaise. Quand elle est bonne, c'est lorsqu'elle respecte ou elle s'inscrit dans le cadre de l'état des droits, d'une gestion démocratique et basée sur la transparence, sur la redevabilité. Et en faisant participer tous les acteurs ou toutes les composantes de la nation. Alors, pour avoir une bonne gouvernance du secteur de la sécurité, ou pour qu'elle soit plus efficace au Niger, il est impératif de passer par l'inclusion de tous les acteurs, comme je l'ai dit, notamment les jeunes qui constituent la plus grande majorité de la population et qui sont de part et d'autre les victimes primaires de l'insécurité. Tantôt, si on est, quel qu'en soit le côté dans lequel on s'y trouve, si c'est le côté des forces de défense et de sécurité, c'est les jeunes qui sont toujours au fond. Si c'est de la population, c'est les jeunes qui sont les victimes. Si c'est de l'autre côté des groupes armés non étatiques, c'est toujours les jeunes qui sont mis au devant. Et la participation des jeunes au processus politique donc est un enjeu majeur pour la démocratie au Niger et pour son développement. Et les jeunes, souvent, leur participation est un peu limitée et ils n'arrivent pas à participer activement ou qualitativement dans la prise de décision ou dans la formulation et l'exécution des politiques publiques, notamment en matière de sécurité. Alors, peut-être nous posons une question selon laquelle et quelle est la place des jeunes dans la coproduction de la sécurité aujourd'hui au Niger? Et donc, c'est peut-être à cette question qu'on va essayer de répondre. Alors, pour un peu pallier à ça, il faut mettre l'accent sur la sécurité humaine. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus pensée au sens stratocentré ou au sens traditionnel, où c'est uniquement la sécurité de l'État. Aujourd'hui, ce concept a connu une évolution qui part vers la sécurité humaine. Alors, la sécurité humaine, c'est cette sécurité-là qui prend en compte tous les besoins de la population ou les besoins de l'être humain. Donc, c'est en ce sens qu'il est important de repenser la gouvernance pour l'améliorer et permettre à chaque acteur, notamment les plus influents, à participer à cette gouvernance, notamment les jeunes qui constituent la majorité de la population. Et la question de la réforme aussi rentre dans le même concept parce que la sécurité doit être adaptée au contexte et à l'évolution du contexte, d'où le sens de la réforme du secteur de la sécurité qui souvent est un concept qui rentre dans le cadre de la transformation ou de la modification ou de l'amélioration de tout ce qu'il y a comme politique de sécurité. Alors, à cela s'ajoute un rôle, parce que quand on parle de gouvernance, il ne faut pas que ces secteurs-là puissent échapper au contrôle. Le contrôle, c'est le contrôle démocratique du secteur de la sécurité qui permet aux organes étatiques qui ont le de contrôler, puissent contrôler les actions du gouvernement dans ce sens, notamment le Parlement, des institutions indépendantes de contrôle telles que les médiateurs, les commissions des droits humains et aussi des contrôles internes qui sont souvent octroyés ou par les inspections de services de sécurité ou de services de défense au niveau interne. Alors, la première partie de notre présentation concerne l'importance d'une gouvernance partagée du secteur de la sécurité. Il est important de mettre l'accent sur l'inclusion
des jeunes et de toutes les couches sociales dans la gouvernance pour qu'on puisse arriver à une coproduction efficace de la sécurité. Alors, et face à cette guerre asymétrique dont fait face le Niger, donc il est nécessaire de repenser la politique sécuritaire pour l'adapter aux défis du moment. Et d'où l'intérêt pour les gouvernants de leur politique, de la mise en œuvre de leur politique, de penser à réorienter vers une prise en compte des besoins des citoyens d'une part et l'instauration d'une bonne gouvernance d'autre part. Alors, il faut renforcer la sécurité humaine et aller au-delà du tout militaire. Et il est vrai que le Niger a hérité, de par la colonisation, d'une armée de type colonial, qui est une armée, si on peut le dire, régressive. Alors qu'aujourd'hui, le besoin du moment ou le contexte a fait en sorte que il faut que l'armée ou les secteurs soient révisés, réformés, adaptés à la situation du moment en prenant en compte les aspects, les besoins de la population et des citoyens afin que cela puisse être considéré ou qu'ils puissent s'intéresser à la question sécuritaire. Parce que avant tout, la sécurité, c'est un bien public. Il faut le considérer comme un bien public, donc un bien public que chacun doit contribuer à améliorer, à sauvegarder, etc. Donc, d'où la nécessité vraiment de dépasser les tout militaires pour aller vers la prise en compte des besoins spécifiques des populations et des jeunes qui constituent la majorité de la population du Niger et même de l'Afrique. Parce que les décisions qui seront prises, tant qu'il ne tient pas en compte des besoins de cette catégorie de la population qui est acteur central de la sécurité et de l'insécurité, on ne peut pas espérer avoir des solutions durables. Alors qu'en les impliquant progressivement et activement dans non seulement l'élaboration des politiques ou des projets en lien avec la sécurité ou de la mise en œuvre de ces politiques, ils vont plus se considérer comme des acteurs centraux de ces politiques-là ou de cette gouvernance nouvelle du secteur de la sécurité. Alors, au Niger, un effort a été fait pour permettre aux jeunes de participer d'une manière ou d'une autre à la gouvernance du secteur de la sécurité, notamment à travers l'élaboration de la politique nationale de la sécurité et de la défense qui est en cours et qui est un outil ou un document qui est en train d'être finalisé par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité, le CNES, qui a en charge l'élaboration de ce document. Donc, il y a eu beaucoup de consultations qui ont été faites et des études, et les jeunes ont été plus ou moins impliqués dans cette démarche-là qui les permet de donner leur opinion ou leur point de vue par rapport à la situation sécuritaire au Niger. Et il a été aussi adapté des textes sectoriels tels que la stratégie nationale de sécurité intérieure, qui aussi met un peu l'accent sur la sécurité humaine et le professionnalisme des forces de sécurité intérieure dans leur rapport avec les communautés ou la population. Et à cela, ils ont ajouté aussi la stratégie nationale de sécurité de proximité qui fait un pont entre les forces de sécurité et la population et les permettant de mieux identifier souvent les besoins ou les reproches que les populations ont à l'égard des forces de défense et de sécurité qui sont en opération dans les communautés et aussi de créer les conditions d'une vie commune et meilleure entre une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Donc, cette stratégie, vraiment, elle a été vulgarisée et elle a permis à beaucoup de jeunes de rentrer en contact avec les forces de défense et de sécurité, de discuter avec eux sur certaines questions, sur des défis, des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Alors, il a aussi été ajouté
à cette stratégie des actions qui ont été menées par l'État et les autorités en faveur de la promotion de la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et, et, et la population. Alors, la jeunesse aujourd'hui constitue un levier pour la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Du point de vue de leur poids démographique, s'ils arrivent à impacter, à avoir un engagement politique très solide, ils pouvaient impacter positivement la, et faire un ancrage, si on peut le dire, positif sur la gouvernance du secteur de la sécurité dans le pays en adoptant des comportements exemplaires parce que, quoi qu'on dise, étant jeunes, c'est eux qui vivent la situation de l'insécurité à tous les niveaux, comme je l'ai dit dans l'introduction. Ils sont au cœur de la problématique sécuritaire. Donc, ils peuvent être un bon levier pour asseoir une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Parce que sans une bonne gouvernance du secteur de la sécurité, toutes les actions qui vont être entreprises ne porteront pas leurs fruits. On a vu les détournements qu'il y a eu dans le domaine, de la gouvernance secteur de la sécurité. Au Niger, on parle de MDN Gate qui est un dossier à travers lequel il y a eu beaucoup de détournements massifs des fonds du secteur de la sécurité. Et puis, les acteurs se sont enrichis. Voilà, donc, si vraiment les jeunes ont pris conscience, ils peuvent être un bon levier parce qu'ils ont l'avenir devant eux, ils peuvent apporter un plus à travers la sensibilisation, la formation qui va leur être donnée de leur jeune âge pour pouvoir mieux gérer cette question de l'insécurité parce qu'ils seront les premières victimes. Et ils peuvent démystifier, si on peut le dire, le concept de secret défense derrière lequel beaucoup d'hommes politiques se cachent pour détourner l'argent ou les ressources attribuées à la lutte contre l'insécurité. Comme vous le constatez, partout dans le monde où il y a une crise sécuritaire, le volet défense et sécurité, c'est ces volets-là qui engrangent le plus grand nombre de pourcentages en termes de budgétisation. Et c'est le cas au Niger. Le budget de la défense a connu une croissance exponentielle entre 2015 et 2023 du fait de la crise sécuritaire. Mais malheureusement, ces ressources-là, souvent, n'ont pas été utilisées à bon escient. Certaines ressources ont été détournées, certaines ressources ont été utilisées pour faire des commandes, souvent qui ne valent pas la peine, etc. La vie des citoyens de défense et de sécurité. Donc, d'où la nécessité vraiment d'encourager les jeunes à participer activement à la gouvernance politique et puis sécuritaire dans son ensemble. Alors, cependant, malgré leur poids important de la société, les jeunes aujourd'hui, la participation des jeunes est mitigée, voire symbolique dans cette gouvernance sécuritaire. Parce que souvent, les jeunes sont considérés comme des outils qu'on peut manipuler, souvent qui sont manipulés par les acteurs politiques. Et leur implication, elle est juste à titre symbolique. Ils juste participent pour qu'on dise qu'ils ont participé, mais au fond, ils ne contribuent pas véritablement dans la fabrication des politiques publiques de sécurité, ce qui constitue vraiment un véritable frein de la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Et l'organe fêtière même, et le Conseil national de jeunesse, participe à titre symbolique ou protocolaire, juste qu'on puisse constater que le Conseil national ou le Conseil régional de la sécurité et de la jeunesse est impliqué dans les actions. La jeunesse est problème et non comme la solution à la crise sécuritaire, malheureusement. Donc, ce qui fait que leur implication effective et tarde à venir, ils sont de moins en moins impliqués, notamment au plus haut niveau de prise de décision. Par exemple, le Conseil national de défense, les jeunes ne sont pas impliqués. Au niveau du conseil régional, les jeunes n'ont aucune place. Les conseils départementaux et même les conseils communaux de la défense, les jeunes ne sont pas
ne sont pas représentés. Et tout ça rentre dans le cadre de ces concepts ou ces mythes du secret défense selon lesquels seules les forces de défense et de sécurité ont l'apanage de discuter sur les questions sécuritaires. Alors qu'aujourd'hui, la question est transversale, elle est très vague, elle est holistique. Donc, il faut travailler à ce que les jeunes puissent participer progressivement. Et là, c'est à la jeunesse vraiment de prendre conscience de son rôle, de son poids démographique et politique dans les pays pour pouvoir s'imposer dans toutes les conduites ou la conduite, la conception, la fabrication des politiques publiques de manière globale. Alors, l'autre aspect, c'est travailler à multiplier la collaboration entre les jeunes et les autres acteurs de la sécurité, notamment les acteurs de contrôle, les acteurs de mise en œuvre tels que les forces de défense et de sécurité, et les institutions des droits humains, etc. Donc, il faut travailler à mettre un accent dans la collaboration avec les jeunes parce que les jeunes doivent être perçus comme la solution et non comme un problème. C'est vrai que c'est eux qui sont sur la ligne de mire dans les conflits, du côté des forces et du côté des groupes armés non étatiques et même de la population chez les jeunes qui sont au cœur de ces. Donc, d'où la nécessité de repenser comment permettre à ces jeunes-là de participer de manière active et qualitative dans la production des politiques sécuritaires, les permettant vraiment d'asseoir une paix durable et une instabilité effective dans tous les pays. Parce que la complicité avec les jeunes et les groupes armés non étatiques donne beaucoup de résultats négatifs dans le cadre du bien-être de la population. Et souvent, ce sont ces mêmes personnes, ces jeunes égarés-là, qui sont utilisés pour débaucher ou instrumentaliser d'autres jeunes à regagner le rang des groupes armés non étatiques. D'où la nécessité de permettre aux Nigériens, aux jeunes Nigériens, aux acteurs, aux gouvernants de vraiment utiliser ces jeunes-là dans le bon sens en leur permettant de participer activement. Un effort a été fait, comme je l'ai dit, à travers la création de la haute autorité à la consolidation de la paix. Et cette institution fait un effort pour créer les liens entre les civils et les militaires pour créer la stabilité des communautés à travers des actions de développement qu'ils mènent et des forums, des forats, des formations qu'ils font et multi-acteurs entre les jeunes, les femmes, et les chefs religieux, les forces de défense et de sécurité, etc. Ils créent beaucoup le cadre de concertation et d'action entre les jeunes. Mais c'est insuffisant, il faut vraiment que ça soit ancré dans toutes les actions qui vont être entreprises par les autres acteurs. Alors, à côté de la HACP, il y a la stratégie de développement et de sécurité au Sahel, SDS Sahel, qui est aussi un outil de stabilité dans la zone nord du Niger. On sait que la zone nord du Niger, c'est la région d'Agadez qui a connu beaucoup de rébellions dans les années 90, les années 80, les années 2000 également. Donc, ça serait intéressant de le faire. Et aussi de multiplier les actions civilo-militaires des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité qui sont en mission dans les zones d'instabilité et travaillent à gagner la confiance des communautés à travers des actions communautaires telles que la distribution des kits. Et puis, j'espère que je suis toujours dans le temps, je veux conclure. Il faut utiliser les jeunes, par exemple, pour être des éléments de renseignement. On a vu de les années 74, de 74 à 87, pour pratiquement le général Koundé, président du Conseil militaire suprême au Niger, a utilisé les jeunes comme un levier de développement, mais aussi un outil de renseignement à travers les Samarias. Les Samarias, c'est des regroupements des jeunes qu'il a créés dans presque toutes
tous les villages, hein, les communes, les départements et les régions. Donc, on peut calquer ces modèles-là. Aujourd'hui, il y a les fadas des jeunes, les lieux de regroupement où les jeunes prennent le thé ou les grains, si vous voulez. Ces lieux de regroupement peuvent être un endroit stratégique pour permettre la participation des jeunes dans ces politiques de sécurité et aussi en termes de renseignement. Et lieux de rencontre des jeunes ou des femmes. Les femmes ont des lieux de rencontre qu'ils appellent foyers communément. C'est un espace de femmes qui se regroupent pour discuter peut-être mensuellement. Donc, tous ces aspects-là sont importants pour renforcer les systèmes de renseignement. On peut utiliser les tabliers qui sont des jeunes, les vendeuses, les taximens et aussi les transporteurs. Tout ça là sont des véritables agents de renseignement qu'on peut utiliser pour rendre plus efficace le renseignement humain et ça permettrait vraiment à ces gens-là d'être utiles. Donc, en conclusion, vraiment, vu l'importance des jeunes dans la société, il est important, voire primordial de les impliquer dans la fabrique des politiques publiques de sécurité et leur inclusion dans la gouvernance du secteur de la sécurité qui permettrait d'avoir une approche holistique et de prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes qui sont aujourd'hui les acteurs incontournables et centraux de la crise sécuritaire qui vit le Niger et même le Sahel dans sa globalité. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie. Je pense que j'ai réussi à rester dans le temps et voilà, merci. Merci beaucoup, M. Issa, pour votre présentation qui a été très intéressant et très captivant. Et je pense que c'est une belle présentation et votre terrain de recherche a été l'implication des jeunes dans la gouvernance au Niger et vous êtes parti d'un constat et d'une problématique, c'est que vous avez constaté que les jeunes sont exclus dans les politiques sécuritaires au Niger. Et vous avez également évoqué la problématique de cette exclusion-là et vous avez montré que le système colonial en tant que tel s'est métastasé dans les politiques sécuritaires au Niger. Et donc, vous êtes parti de ce cadre-là, vous avez montré que les jeunes n'ont pas une place de choix et dans cette politique sécuritaire. Vous avez aussi montré que pratiquement en Afrique, l'essentiel de la population est jeune, ce qui fait que on devrait voir les jeunes dans tous les compartiments des gouvernances. Et vous parlez de la bonne gouvernance sécuritaire. Vous avez aussi parlé des problèmes au sein de cette gouvernance sécuritaire, notamment les détournements. Vous avez parlé d'un certain nombre d'éléments relatifs au détournement, ou détournement d'objets également, ou détournement des deniers publics. Vous avez terminé par des recommandations relatives à engager les jeunes à participer à la gouvernance et surtout d'utiliser des espaces. C'est par cela que vous avez terminé votre communication, c'est-à-dire d'utiliser ces espaces-là où les jeunes se rencontrent pour mieux les impliquer dans les politiques sécuritaires au Niger. En tout cas, nous vous remercions et nous attendons les questions et également les contributions par rapport à votre communication. Maintenant, on passe à la communication suivante. Si Simone Bodé-Diouf nous entend. Est-ce que Simone Bodé-Diouf est là? Donc, je rappelle que Simone Bodé-Diouf doit nous entretenir de l'état des lieux, des initiatives et quelques pistes pour l'avenir. État des lieux et initiatives et quelques pistes de solutions.
Si Simone Bodé-Diouf nous entend, Monsieur Diouf, vous avez la parole. Merci. Apparemment, Simone Bodé-Diouf ne s'est pas connecté. Donc, s'il ne s'est pas encore connecté, nous allons donner la parole aux intervenants suivants, à l'intervenant suivant. Donc, Simone Bodé, Namata Issa Abdul Kader. Donc, c'est Issa Abdul Kader qui parlait tout à l'heure. Donc, on va donner la parole à Khadi Diop. Si Khadi Diop est là. On rappelle que le thème de Ndai Khadi Diop est le suivant: de la parole à la paix, un pari sur la jeunesse du Sahel. Je rappelle, de la parole à la paix, un pari sur la jeunesse du Sahel. Donc, Madame Ndai Khadi Diop, vous avez la parole. Merci. Voilà, Ndai Khadi n'étant non plus là, pour l'instant, nous donnons la parole à M. Kokou Foli Loulou Echeli. Je pense que j'ai bien prononcé le nom. Alors, monsieur, va nous parler des jeunes face au en Afrique de l'Ouest. Merci, monsieur Kokou Loulou. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le modérateur. En fait, cette présentation Koufoli Lologi, grand antique à l'université de Kara, Otto. Donc, je vous présente une communication sur les jeunes face au coup d'État en Afrique de l'Ouest, entre engagement citoyen et recomposition des rapports de force. Mesdames et messieurs les membres du comité scientifique, distingués collègues, chers participants, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour partager le fruit d'une recherche consacrée à une problématique qui traverse avec acuité l'espace politique ouest-africain, celle du rapport entre la jeunesse et les régimes issus des coups d'État militaires, dans un contexte de crise de légitimité institutionnelle et d'instabilité démocratique. Depuis 2020, l'Afrique de l'Ouest connaît une multiplication des prises de pouvoir inconstitutionnelles, de Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou et Conakry. Ce phénomène, loin d'être purement militaire ou institutionnel, révèle un basculement sociopolitique plus profond que l'on ne saurait comprendre sans interroger le rôle, les postures et les usages politiques de la jeunesse dans ces recompositions. Ma communication s'articule autour de 3 axes. L'adhésion ambivalente d'une frange de la jeunesse à ces régimes militaires, la logique d'instrumentalisation politique et sécuritaire dont elle fait l'objet, et enfin l'émergence de formes alternatives de mobilisation porteuses de refondation démocratique. Une jeunesse tiraillée entre rejet des élites civiles et quête de rupture.
Loin de la grille classique qui faisait de la jeunesse un acteur naturel de la démocratisation, on observe aujourd'hui un retournement partiel du positionnement de ces franges démographiques. Une partie significative des jeunes, notamment urbains, scolarisés mais précarisés, manifeste une forme d'adhésion au régime militaire. Ce soutien, toutefois, n'est pas une allégeance idéologique ou militarisme. Il est avant tout le produit d'un double rejet. Le rejet des élites politiques civiles, perçues comme illégitimes, corrompues et déconnectées. Le rejet de la CEDEAO et des autres instances régionales, accusées d'être complices des régimes impopulaires et insensibles aux aspirations des peuples. Dans ce contexte, les jeunes se présentent à travers une rhétorique souverainiste comme des figures de rupture, capables de rétablir l'ordre, de restaurer la dignité nationale et de répondre aux urgences sécuritaires, là où les gouvernements précédents ont échoué. La jeunesse, en mal de reconnaissance et de perspective, s'y accroche comme à une planche de salut. Une jeunesse mobilisée ou instrumentalisée, se demande-t-on. Ici, nous explorons la captation d'un capital politique stratégique. Cette adhésion partielle des jeunes masque en effet une ambivalence structurelle. La jeunesse est omniprésente dans les discours des nouveaux dirigeants, mais demeure marginalisée dans les processus de décision et dans la mise en œuvre des politiques. Elle est mobilisée non comme un sujet politique autonome, mais comme ressource de légitimation. Les régimes post-putsch encadrent soigneusement les manifestations de soutien populaire, intègrent quelques figures jeunes dans les gouvernements de transition, mais sans leur confier, hélas, des marges de manœuvre réelles. Pire encore, on assiste à une militarisation progressive de la jeunesse dans plusieurs pays. Au Burkina Faso, on observe les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, qui recrutent massivement des jeunes dans un cadre flou. Au Mali et au Niger, par exemple, des structures similaires se déploient avec un double risque. D'une part, les exactions communautaires non contrôlées, d'autre part, la normalisation d'un rapport sécuritaire à la citoyenneté. Il ne s'agit plus ici d'inclusion, mais bien d'une forme de captation fonctionnelle. Les jeunes deviennent des supplétifs militaires, des relais de propagande et des instruments de contrôle social. Explorons maintenant la résistance juvénile et l'émergence d'une contre-politique. En effet, le paysage ouest-africain n'est pas univoque. Une autre jeunesse plus silencieuse mais non moins active développe des formes alternatives d'engagement. Elle s'organise autour de mouvements citoyens comme le ballet citoyen ou Tournons la page. Des collectifs numériques qui réinvestissent les réseaux sociaux pour dénoncer les dérives autoritaires, construire des récits alternatifs et plaider pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ces mobilisations, souvent urbaines, féminisées et instruites, aspirent à une gouvernance fondée sur l'éthique publique, la participation et la justice sociale. Elles s'inspirent d'expériences internationales, développent des outils numériques participatifs et cherchent à réinventer l'engagement politique au-delà des partis traditionnels. Cette frange de la jeunesse témoigne d'une vitalité démocratique persistante malgré la répression, la censure et les tentatives de cooptation. Nous proposons ici quelques recommandations pour une gouvernance inclusive de la jeunesse. En effet, face à ces tensions, il devient urgent de repenser le mode d'inclusion politique de la jeunesse. Deux leviers apparaissent essentiels. D'une part, une réforme structurelle des dispositifs institutionnels en mettant en place, par exemple, des quotas générationnels
un conseil consultatif de jeunes, la refonte des partis politiques et une ouverture plus grande des processus électoraux. D'autre part, un investissement massif dans l'éducation civique, l'innovation démocratique et l'accompagnement des initiatives portées par les jeunes. La jeunesse ne doit plus être considérée comme une simple cible ou un outil. Elle est un acteur politique stratégique, porteur d'une recomposition profonde de la légitimité dans nos sociétés. En définitive, la jeunesse ouest-africaine incarne une polarité fondamentale de la dynamique politique régionale contemporaine, à la fois mobilisée et marginalisée, célébrée et contenue, militarisée et résistante. Comprendre cette complexité, c'est pour nous poser les bases d'une véritable refondation démocratique dans nos sociétés. Une refondation qui ne se fera ni contre les jeunes, ni sans eux, mais avec eux comme sujet politique à part entière. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur Koukou Foulou Loulou Echeli. Je pense que j'ai bien... Monsieur Khaled Adeyemi. Monsieur Khaled Adeyemi, pas monsieur Koukou Foulou. Ah, ok. Le document que j'ai reçu, il y a... D'accord. D'accord, merci pour votre présentation, laquelle est une présentation concise et précise. Vous avez abordé la problématique des jeunes face au coup d'État en Afrique de l'Ouest et vous êtes parti d'un constat factuel. Vous êtes parti de l'idée selon laquelle il y a beaucoup de coups d'État en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel. Et vous avez montré que le rapport des jeunes face à ces coups d'État-là est un rapport ambigu. Je pense que c'est ça le premier axe de votre réflexion. Vous avez montré que donc il y a une ambivalence de la jeunesse face à ces régimes. Et souvent, les jeunes sont utilisés à la fois comme des moyens pour accéder au pouvoir. Et ensuite, maintenant, ils ne sont pas impliqués dans les politiques sécuritaires. Et vous avez également mis en évidence l'idée selon laquelle la jeunesse d'aujourd'hui au Sahel a plus ou moins est dans une situation complexe parce que ils sont en quête d'un mieux-être, ils ont en quête, ou bien ils aspirent à un futur meilleur et du coup ils rejettent en réalité certaines organisations telles que la CEDEAO, telles que également certains politiques. Et donc, en ce moment-là, ces jeunes-là aspirent à une rupture radicale. Donc, ce qui fait que la jeunesse est à la fois mobilisée, mais aussi instrumentalisée. Alors, il importe, selon vous, que ces jeunes soient présents dans les instances de décision, mais malheureusement, ils sont absents. Deuxième point de votre intervention, je l'appelle l'alternative. Vous avez fait des recommandations et vous avez dit que à côté d'une jeunesse instrumentalisée, à côté d'une jeunesse présente, il y a également une jeunesse tout à fait silencieuse qui organise des manifestations, qui se révolte dans les réseaux sociaux et qui donne des récits alternatifs. Alors, vous avez terminé votre intervention par des recommandations et ces recommandations sont orientées sur l'inclusion de la jeunesse. Et pour cela, vous avez parlé de réformes, vous avez parlé
également d'implication des jeunes. Et vous avez terminé votre intervention par montrer que la jeunesse ne doit plus être utilisée, mais tout doit se faire avec et non sans eux. Voilà en quelques mots l'essentiel de votre intervention. Alors, si, si les autres intervenants sont déjà là, on pourrait leur donner la parole. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que Simone Bodé-Diouf nous a rejoint? Apparemment, Simone Bodé-Diouf ne nous a pas encore rejoint. Est-ce que Ndaï Khadi Diop est là? Alors, apparemment, ils ne se sont pas connectés. Alors, on va faire encore un tour de table. Et je crois que les thématiques qui ont été développées sont très pertinentes et très actuelles. Je commence par l'intervention de Namata Issa Abdul Kader. Alors, Namata Issa Abdul Kader nous a entretenu de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance sécuritaire au Niger. Alors, moi, j'avais quelques questions à poser à Namata et peut-être il va également profiter de l'occasion pour revenir sur quelques points peut-être qu'il n'a pas pu développer durant son intervention. Alors, Namata Issa Abdul Kader, vous parlez de l'inclusion des jeunes dans la gouvernance sécuritaire. La question que je voudrais poser, c'est votre intervention, quels sont les points de votre intervention qui pourront inspirer justement une implication effective des jeunes dans la gouvernance sécuritaire au Niger. Cette question est commune à Issa et au premier intervenant comme au second intervenant. Et monsieur, tout à l'heure, le second intervenant, je n'ai pas pu noter parce que le nom qui figure sur ma feuille, je pense que ce n'est pas exactement le nom que vous avez donné tout à l'heure. Merci de me rappeler votre nom, comme ça je vais l'inscrire une bonne fois pour toutes. Alors, vous avez la parole, monsieur Issa, pour répondre à la question. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour cette question. Alors, si j'ai bien noté, c'est les points qui peuvent inspirer une implication des jeunes dans la gouvernance. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je pense que d'abord, je renvoie la question d'abord aux jeunes d'abord. C'est aux jeunes d'abord qui devraient prendre conscience du rôle qu'ils devraient jouer ou qu'ils peuvent jouer dans la gouvernance du secteur de la sécurité. Et c'est aux jeunes de savoir qu'ils ont un poids important dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, non seulement de sécurité, mais des politiques publiques en général. C'est aux jeunes de savoir qu'ils ont un poids, de par leur poids démographique, ils ont un poids politique très important, les permettant d'influencer toutes les décisions qui seront amenées à être prises par les gouvernants. Donc là, je pense que s'il y a cette prise de conscience, l'implication des jeunes peut venir d'elle-même. Parce que les gens auront à occuper presque toutes les instances de prise de décision à tous les niveaux. Ils seront au cœur des décisions, donc l'implication, elle va être même effective, voire totale. Alors, pour cela, je pense qu'il faut que les jeunes d'abord acceptent de s'engager politiquement, pas un engagement opportuniste, mais un engagement politique vraiment réel sur la base des convictions, sur la base d'idées, d'idéologies, etc. Donc, pas un engagement clientéliste ou opportuniste.
c'est qui les permettrait d'avoir une trajectoire politique très importante qui va les permettre d'atteindre les sommets et d'impacter positivement la gouvernance du pays. Il faut que les jeunes se forment, ça c'est des défis. Il faut une formation parce que même si on est coopté pour être impliqué dans une action, tant qu'on n'a pas les compétences techniques de le faire, ça serait vraiment une peine perdue, quoi. C'est juste une représentation symbolique, comme je l'ai dit. Donc, il faut que les jeunes soient formés à tous les niveaux pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent améliorer leur participation et que cette participation soit une participation de qualité. Et il y a la question de l'unité entre les jeunes. C'est vrai qu'il y a un organe fêtière qui est le Conseil national de la jeunesse, mais ce Conseil national de la jeunesse, souvent, il y a beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas dedans. Ils considèrent le Conseil comme un outil de pouvoir en place. Donc, la question d'unité entre les jeunes est aussi primordiale parce que tant qu'il n'y a pas une vraie unité d'action, tout ce que les jeunes vont entreprendre, ils seront souvent manipulés, ils seront souvent découragés, ils seront souvent considérés comme des outils par les décideurs, par les pouvoirs politiques qu'ils peuvent manipuler à tour de rôle. Donc la question d'unité, elle est vraiment importante pour que les jeunes puissent s'impliquer activement dans la question de la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc, peut-être voilà quelques points que je pense qui peuvent inspirer les jeunes à être, voilà, selon ma compréhension de la question, à s'impliquer ou à être impliqué dans la question de la gouvernance. Parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on a un poids démographique et politique important, mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ce poids ou tant qu'on part en rang dispersé, il va de soi qu'on ne puisse pas être écouté ou qu'on ne puisse pas agir de manière conséquente et efficace sur les décisions. Donc voilà ma réponse par rapport à cette question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, selon ma compréhension, à votre question. Merci. Merci beaucoup, M. Issa, pour cette contribution. Nous allons donner la parole, je pense, à M. Khaled. J'arrive cette fois-ci à prononcer le nom. M. Khaled, vous avez la parole. Merci à vous, monsieur le modérateur. Pour rappel, c'est Khaled Adeyemi. La présentation que j'ai faite est le fruit d'un article co-rédigé par moi-même et le professeur Koko Folilolo. Donc, vous donnez le nom du professeur alors que c'est moi qui suis là pour la présentation. Donc, le nom entier, c'est Khaled Adeyemi. Alors, je pars directement répondre à la question. Quel est, selon le point dans notre présentation, qui peut inciter plus à la participation des jeunes? J'irai dans le même sens que tout à l'heure mon prédécesseur pour dire que les jeunes doivent un peu plus prendre des initiatives et eux-mêmes participer, s'engager en politique. Pour cela, je vais évoquer une citation de Michel Rocard qui disait si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de vous. Ceci pour dire que notre société tout entière, que ce soit au niveau national qu'au niveau régional, est régie par la politique en soi. Donc, il appartient désormais aux jeunes de prendre conscience de cela et de comprendre leur importance fonctionnelle dans la société et s'organiser en groupe pour dire des groupes consolidés et faire des démarches de plaidoyer ou de participation d'innovation démocratique auprès des dirigeants. Et quand les dirigeants essaient de leur proposer des contributions aussi aux affaires publiques, que ces jeunes essaient d'insister sur leur capacité à penser stratégie plutôt qu'à être des exécutants. Je pense que c'est là où je souhaiterais mettre l'accent.
Et pour finir, l'innovation démocratique. Ne pas vouloir recycler les mêmes schémas du passé, ne pas vouloir rester dans les anciens canons fixés par les anciens partis qui n'ont pas su innover pour faire évoluer la démocratie en Afrique. Je pense que c'est le rôle des jeunes, à mon avis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Khaled. Merci beaucoup, docteur, pour ces clarifications-là. Et je pense que je vais rebondir parce que nous avons du temps, comme les autres participants ne sont pas là. Par conséquent, on pourrait quand même continuer à discuter afin de tirer le maximum de connaissances, le maximum d'informations et le maximum d'outils pour pouvoir penser la politique sécuritaire au Sahel, en Afrique de façon générale. Merci beaucoup pour cette première intervention ou bien cette deuxième intervention. Je vais relancer le débat et vous redonner la parole afin que vous, en rapport avec vos articles et vos réflexions, vous pouvez nous éclairer la lanterne. Je crois que c'est dans l'intervention de Issa. Moi, j'ai entendu ou bien j'ai cru penser que Issa considère que il y a dans les politiques sécuritaires africaines, il y a une forte présence de ce qu'on appelle les démarches coloniales. La question que je pose maintenant, et si docteur Issa, docteur Khaled voudrait intervenir sur cette question-là, il pourra prendre la parole. C'est les politiques sécuritaires en Afrique reprennent-elles des démarches coloniales? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait disséquer, il faut analyser justement ces politiques sécuritaires-là pour voir est-ce que ce sont des politiques qui ont été pensées à partir de l'Afrique par des Africains et pour des Africains? Voilà la question que je voudrais poser aux deux intervenants. Est-ce que donc les politiques sécuritaires africaines reprennent-elles des démarches coloniales? Si c'est le cas, comment faire maintenant pour avoir une politique sécuritaire élaborée par des Africains et pour l'Afrique de façon générale? Deuxième question que je vous ai posée aux intervenants. Vous avez parlé de cette prise de conscience. Merci. Oui. Alors, merci à vous, monsieur le modérateur. Si le collègue Dr Issa est d'accord, je prendrai l'initiative pour cette réponse-là. Alors, vous souhaitez savoir si, à notre avis, les politiques sécuritaires aujourd'hui en Afrique représentent-elles des démarches coloniales? Je suis tenté de répondre qu'en partie, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement ça, mais en partie, oui. C'est dire que la plupart de nos États africains, surtout francophones, ont une architecture sécuritaire héritée tout droit de la colonisation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment des indépendances, des accords de sécurité, de coopération sécuritaire ont été signés avec les anciennes puissances coloniales qui les amenaient en quelque sorte à coacher, pour utiliser l'expression, à coacher les États africains tout naissants sur leur appareil sécuritaire. Et ces accords continuent d'être mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que pour la plupart de ces pays africains francophones, leur armée n'est pas si structurée que ça, et il y a toujours des consultants militaires occidentaux qu'on retrouve régulièrement dans les comités de réflexion stratégique. Alors aujourd'hui, un effort est fait quand même pour surmonter cela, mais l'aspect colonial reste toujours présent. Je prends l'exemple du Mali et du Sahel dont il est question ici dans le colloque. Alors, déjà de 2012 à l'an 2015, quand la crise sécuritaire a commencé au Mali,
les quelques premières initiatives qui ont été prises, vous le saurez, impliquaient la France. Donc, on a l'opération Barkhane, par exemple, qui après a été décriée. Il y a aussi des participants ou des consultants belges qui aussi ont participé, je ne sais pas si vous le savez, à cette tentative de reprise du nord du Mali. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que ces initiatives n'ont pas apporté beaucoup de résultats parce que les intérêts stratégiques des puissances coloniales, des anciennes puissances coloniales et les intérêts stratégiques de nos États ne sont pas forcément les mêmes. Et déjà, cela devient évident d'année en année. En parlant des initiatives locales africaines pour répondre aux problèmes africains, on a une tentative avec le G5 Sahel, mais encore une fois, le manque de volonté, c'est là où la responsabilité incombe aux pays africains, à mon avis. Là, on ne peut pas vraiment accuser les anciens colons. Le G5 Sahel, ou par exemple le manque de volonté de certains pays qui devaient y participer, a conduit à ce que l'initiative ne porte pas de fruits réels, de résultats réels, jusqu'à ce qu'elle soit dissoute très récemment aussi. Donc, moi, je dirais encore une fois pour répondre que la responsabilité est partagée. Oui, en partie, nos architectures sécuritaires sont héritées de la colonisation et cela ne nous arrange pas. Oui, il faut penser à de nouvelles solutions africaines pour répondre aux problèmes africains. Mais ce faisant, il faut qu'on y mette aussi de la volonté et de la détermination. Merci à vous. Merci beaucoup, Alors, Mr. Lumia. merci, hein, j'ai fait mienne de tout ce que mon collègue Khaled venait de dire. Je voulais juste ajouter un certain nombre d'aspects bon, par rapport au Niger, mais je pense que c'est le propos de l'Afrique francophone, si on peut le dire. Si vous constatez, par exemple, nous au Niger, il y a toujours des conseillers militaires qui sont rattachés au commandement. Vous allez trouver par exemple des Français qui portent la tenue de la gendarmerie nigérienne et qui circulent dans un véhicule de la gendarmerie nigérienne, qui occupe un bureau au commandement de la gendarmerie, par exemple. Vous allez les retrouver dans la police, pareil, dans l'armée aussi, il y a ces coopérants militaires-là, soit allemands, soit français, soit belges, comme il l'a dit, qui sont là, qui occupent des postes et qui sont au cœur de la réflexion sécuritaire. Et j'ai eu la chance de travailler dans une fondation de Genève sur la question sécuritaire des CAF. Et on a travaillé sur la compilation des textes des lois régissant le secteur de la défense et le secteur de la sécurité intérieure. Je vous assure, tous les textes des lois les plus importants datent de la période coloniale. Et c'est ces mêmes textes-là qui sont maintenus, qui sont en vigueur. Des textes qui datent de 1960. Je prends un simple exemple, l'accord de défense. Tous les accords de défense datent de la période coloniale. Par exemple, pour le cas de l'AES, il a fallu l'avènement de l'AES pour démanteler, pour rompre ces accords-là. Donc, comme il a dit, l'architecture militaire ou l'architecture sécuritaire nos pays, là, sont calqués. Si vous prenez la formation, même la formation militaire, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée en tant que telle dans nos réalités. Elle n'est pas faite dans nos réalités. Ce n'est que récemment que l'on commençait à avoir des écoles de guerre, des écoles militaires supérieures, etc. Sinon, presque, ils font tous leur formation militaire. Les officiers sont formés en France, notamment à Saint-Cyr. Ils font les stages, tous ceux qu'ils font comme stage, les brevets qu'ils font militaires, ils les font en France ou aux États-Unis, etc. C'est récemment que les gens ont commencé à prendre conscience qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité. Par exemple, jusqu'à un passé récent, le collègue a parlé du Mali depuis 2012. On était dans une situation de sous-traitance sécuritaire.
c'est pareil. Hein. Bon, on crée et que nous-mêmes nous prenions en charge la question sécuritaire et qu'on puisse adapter nos réalités à l'évolution du contexte. Par exemple, vous prenez l'exemple de l'industrie militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, nos pays disposent de l'industrie militaire? Est-ce que pour aller combattre, par exemple, le terrorisme de proximité qui est là à côté de nous, est-ce qu'on a besoin d'attendre toute une procédure pour lancer des armes, toute une procédure pour lancer des véhicules, commander des véhicules, etc. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une industrie militaire propre à nous pour pouvoir répondre aux besoins rapidement? Par exemple, je vis récemment au Niger, on a modifié des véhicules, des motos pour les adapter à la réalité. Parce que, bon, il y a des commandes qui sont faites depuis 2020 qui ne sont jamais livrées, tout ça là. Est-ce que tout ça là, ça nous amène à réfléchir, à repenser? C'est pour cela qu'il faut repenser, il faut réformer la gouvernance, il faut réformer les stratégies et les adapter au contexte. Par exemple, comme je reviens toujours sur la parole du collègue Khaled, par exemple, même les experts qui discutent sur la question sécuritaire aujourd'hui dans nos pays sont ailleurs. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied, par exemple, excusez-moi, mis pied au Sahel, c'est lui qui s'est dit expert du Sahel, il ne connaît rien du Sahel, même la chaleur du Sahel, il ne connaît pas, par exemple, mais c'est lui qui s'est fait expert du Sahel, alors que les vrais acteurs qui vivent au quotidien la réalité du terrain sont là. Et voilà, on est toujours dans peut-être ce néocolonialisme-là, sur tous les plans de la réflexion, le plan matériel, le plan militaire, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que notre sécurité là, il n'y a que d'autres puissances qui peuvent la garantir. Mais ce qui est désolant, et on ne peut compter sur nos propres moyens. Je pense que c'est ça la réalité qu'il faudrait adopter. Et puis, ça va nous permettre de nous-mêmes résoudre nos problèmes. Parce que c'est une question endogène. Il faut la traiter de manière endogène. C'est ça vraiment la responsabilité. C'est ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que le collègue a dit. Merci beaucoup, chers collègues, pour ces interventions très intéressantes. Et je retiens à travers l'intervention du docteur Issa une expression séduisante, une sous-traitance sécuritaire. Et je pense que cela montre à suffisance la nécessité de décoloniser nos gouvernances, de décoloniser nos façons ou bien nos politiques, ou bien nos systèmes de politique sécuritaire. Alors, je relance le débat parce que nous avons voilà, il nous reste 10 minutes, je pense, pour pouvoir boucler totalement ce panel-là. Et je voudrais revenir sur un autre point. Alors, aujourd'hui, on sent en Afrique un élan ou bien un vent de souverainisme ou bien de souveraineté. Alors, à partir de ce moment, est-ce qu'il faudrait penser une rupture radicale ou bien une rupture partielle avec l'ancien colonisateur? Par exemple, est-ce que c'est une solution de se débarrasser totalement de l'ancien colonisateur dans les politiques et les gouvernances sécuritaires? Parce qu'il a dit tout à l'heure, je pense, c'est Dr Issa, que même nos cadres en matière de sécurité sont formés à l'étranger. Et même ceux qui se disent spécialistes du Sahel ou bien des politiques sécuritaires au Sahel sont souvent reçus de l'extérieur. Parce qu'en réalité, il y a ce système colonial qui a infecté justement nos mentalités, de telle sorte que souvent en Afrique, même quand on a des gens qui peuvent parler de ces problèmes-là, qui peuvent penser ces problèmes-là et proposer des solutions, nous proposons toujours une démarche orientée vers l'extérieur. Et donc, ma préoccupation est celle-là. Donc, est-ce qu'il faudrait absolument rompre avec le colonisateur ou bien l'ancien colonisateur dans l'élaboration, dans l'application de nos politiques sécuritaires? Pourquoi je pose la question? Parce que je pense que c'est une chose
d'être souverain. C'est également une chose de collaborer avec le reste du monde parce que l'Afrique n'est pas un îlot dans le monde. Nous sommes en collaboration avec les autres et maintenant, nous ne devons pas également tomber dans le piège du tutorat. Deuxième question, je pense que ce sera la dernière. Vous avez parlé dans vos interventions antérieures de prise de conscience des jeunes pour pouvoir s'impliquer davantage dans les politiques et dans l'élaboration des politiques sécuritaires. Alors, comment déclencher maintenant cette prise de conscience? Parce que, à travers les interventions, je comprends que les jeunes ne sont pas conscients de leurs responsabilités politiques. Et c'est Dr Kadel qui rappelait cette belle phrase, si on ne fait pas la politique va nous façonner. Et à partir de ce moment maintenant, comment déclencher cette prise de conscience si on sait que quand, par exemple, les politiques ou bien les décideurs prennent la question en charge, il se, il se passera justement, ou bien on va parler en filigrane de la problématique de la manipulation. Et quand les jeunes ne s'impliquent pas, il va y avoir effectivement cette exclusion. Maintenant, comment gérer cette équation? Voilà les deux préoccupations que je voudrais relancer, que je voudrais introduire justement pour relancer les débats. Merci. Donc, je prendrai la parole en premier, je pense. Alors, je pense que pour la prise de conscience, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Un travail de fond, un travail avec une planification à court, moyen et long terme. On peut catégoriser les gens, les jeunes en fonction de ça, qui est en mesure de recevoir des sensibilisations, une éducation, une information à court, moyen et long terme. Et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux qui est l'éducation. Normalement, pour fabriquer un citoyen, c'est de les bas âges qu'on lui apprend les bonnes manières, les bonnes pratiques, aimer son pays, l'amour de la patrie, les questions de civisme, etc. La République, l'État, tout ça, là, c'est de le bas âge qu'il faudrait apprendre. Donc, on doit sectoriser, apprendre aux petits-enfants qui sont au préscolaire et au niveau du primaire, ces valeurs-là, les inculquer les vraies valeurs de la République. Voilà, pour qu'ils puissent être des bons citoyens, des modèles. Pour les grands qui sont un peu âgés, c'est de continuer de les sensibiliser. Souvent, une sensibilisation par leur père. On peut identifier des poules, des sensibilisateurs ou des ambassadeurs ou des formateurs, ça dépend de la catégorie ou de l'appellation, pour qu'ils puissent être des messagers à l'endroit de leurs pères, pour qu'ils puissent les sensibiliser, les amener à des bons comportements, à agir, à une prise de conscience réelle, efficace et bénéfique pour la communauté. Parce que c'est ça aussi le plus important. Maintenant, il y a parmi ces jeunes-là des jeunes qui sont égarés. Je pense qu'eux, là, il faut trouver un moyen de les ramener à la raison, notamment à travers on peut les interner, tout ça là, on trouve un moyen de les interner dans un camp de formation, on peut les formater, si on peut le dire, le formater et les reverser dans la société. Je pense que c'est à cela qu'on peut avoir une prise de conscience collective et efficace et bénéfique pour la communauté. Mais comme je l'ai dit, c'est l'éducation qui est vraiment le levier principal qui va permettre de réussir ces projets-là de prise de conscience des gens. Parce que tant que les gens ou les citoyens n'ont pas un esprit civique ou un regard commun sur des principes, il faut avoir des principes sur lesquels les jeunes vont avoir un regard commun, sur lesquels il n'y a pas de dérogation, quel qu'en soit l'aspect. Et comme ça, on peut espérer un résultat à court, moyen et long terme. Maintenant, par rapport aux politiques, je pense qu'il faut les décoloniser, les politiques qui sont dépassées. Par exemple, aujourd'hui, si on prend aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus une guerre conventionnelle. La guerre, elle est asymétrique. Il y a plusieurs aspects qui interviennent dans cette guerre asymétrique.
Par exemple, vous avez la communication, la guerre informationnelle qui est là, vous avez la cybersécurité qui est là, vous avez tous ces aspects-là contribuent à la guerre économique, tout ça là. C'est des choses qu'il faudrait en tenir compte dans nos États. Aujourd'hui, je suis peut-être éclairé ou désolé de constater qu'il y a beaucoup de nos pays qui n'arrivent pas à cerner l'aspect sur la guerre informationnelle, par exemple, que les médias occidentaux ou les médias qui sont à la sorte de puissances impérialistes nous délivrent. Voilà, souvent, c'est ça qu'on prend comme argent comptant. Jusqu'à un passé récent, chez nous, tant que ce n'est pas RFI qui a donné l'information, on pense que l'information n'est pas bonne. Et à quel point souvent les gens sont formatés et ils avalent tout ce qu'on les apprend. Je pense que les politiques aussi, c'est pareil. Il faut déconstruire tout ce qui a été construit sur la base coloniale. On peut prendre les aspects, les réviser. C'est vrai qu'on peut avoir des choses qui sont avantageuses, mais on peut les réviser. Et là, c'est pour cela, comme le collègue a parlé de volonté politique, il faut vraiment une volonté politique qui va pousser les gouvernants à avoir des vraies politiques sécuritaires ou de la coopération, que ce soit coopération militaire, économique, etc., pour prendre en compte tous ces aspects-là. Il ne sert à rien d'échanger un maître par un autre maître, mais de pouvoir nous-mêmes, nos pays, s'affirmer et dire voilà ce qui est à notre avantage. Si vous prenez par exemple les pays de l'AES, sont peut-être un peu dans cette dynamique-là, n'eût été un peu la fougue que certaines personnes utilisent, mais c'est un peu la dynamique dans le cadre de la sécurité collective qui les permet de prendre eux-mêmes en charge leur destin. C'est ça qu'il faut pour nos pays africains, adapter nos politiques à nos réalités. Il ne sert à rien de prendre des politiques publiques qui nous sont calquées ailleurs pour les implanter chez nous, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Souvent, il suffit juste d'asseoir une bonne justice, la justice sociale, un équilibre financier, économique, et faire en sorte que tous les enfants ou les jeunes soient scolarisés ou asseoir un développement un peu durable à travers l'accès aux soins, l'accès à l'eau potable, etc., pour résoudre le problème de sécurité. Souvent, on n'a même pas besoin d'une arme, mais il suffit juste d'instaurer une bonne gouvernance à travers des politiques publiques réelles, réalistes et adaptées aux besoins pour pallier à ces problèmes de sécurité. Donc, d'où la nécessité vraiment d'adapter, que nos politiques soient vraiment des politiques adaptées. Les politiques dépassées, il faut vraiment les mettre au tiroir ou de la corbeille pour pouvoir adapter des nouvelles politiques qui vont prendre en compte toutes ces dynamiques-là nouvelles de la sécurité. Donc, voilà ce que je pouvais dire et laisser la parole à mon collègue. Merci. Merci, monsieur. Alors, merci à vous, chers collègues. Merci à vous, monsieur le modérateur. Pour répondre à la première question, est-ce que nous pensons que c'est une bonne solution de se débarrasser complètement ou totalement des partenaires occidentaux dans nos politiques sécuritaires? Alors, encore une fois, je dirais que la réponse est plus mitigée. Alors, de mon point de vue, il ne s'agit pas essentiellement de tourner complètement le dos aux anciennes puissances et en faire des ennemis, en quelque sorte, si vous me permettez l'expression. Je dirais plutôt qu'il faut renégocier les accords de coopération ou, comment on dit, d'interaction avec ces puissances-là. C'est-à-dire déjà revenir à une forme de souveraineté sécuritaire. C'est dire qu'il faudra exclure ces puissances quand même des centres de décision stratégiques et militaires. Donc le commandement, on ne devrait plus voir les Occidentaux dans les centres de commandement d'un pays africain, par exemple. Maintenant, est-ce que la coopération peut continuer, par exemple, pour les aspects de formation, comme évoquait le collègue? Oui, ça peut encore être maintenu, parce que, bon, le fait de
faire des échanges de formation, d'aller se faire former ailleurs, permet de découvrir ce qui se passe là-bas. Mais il faut, encore une fois, un certain patriotisme chez ces militaires-là qui seront envoyés, de sorte qu'ils ne puissent pas être retournés et revenir être plus au service, être plus au... Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion. Donc, je reviens. Je disais tantôt qu'il faudra peut-être maintenir cette coopération pour les formations. Maintenant, la deuxième question, action concrète pour la prise de conscience des jeunes. Là, je reviens encore une fois à ce que je disais un peu plus tôt dans ma communication. Il faudra, en quelque sorte, organiser des formations, des campagnes de sensibilisation massives dans la plupart des pays, mais essayer de toucher aussi les zones reculées de ces pays-là, pour vraiment sensibiliser les jeunes, démystifier la chose politique, de sorte que les jeunes puissent se sentir à l'aise à participer. Parce que, bon, aujourd'hui, quand on essaie d'échanger avec certains jeunes de zones reculées, on remarque quoi? Ils ont peur de la politique. Pour eux, la politique, elle est réservée à une certaine catégorie de personnes. Et eux, ils ne peuvent pas participer. Alors qu'en réalité, le but de cette recommandation serait de démystifier la chose politique et permettre aux jeunes de s'engager aussi. Alors maintenant, comment s'engager? Puisque le collègue évoquait si les gouvernants essaient d'inclure les jeunes, on parlera de manipulation. Maintenant, si c'est les jeunes qui, eux, ne veulent pas participer, bon, on parle de manque d'engagement. Mais où se trouve le juste milieu? Alors, les gouvernants aussi doivent comprendre que la jeunesse est une forme de richesse. Quand on est jeune, on a une capacité d'innovation et une imagination un peu plus, pour le dire ainsi, un peu plus fertile que quand on est vieux, par exemple. Donc, les gouvernants devraient comprendre que les jeunes ne peuvent qu'être que de meilleurs collaborateurs dans l'élaboration de ce genre de politique, puisqu'ils sont les premiers concernés. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes compétents qui manquent. Donc, je pense que ça pourrait se faire facilement. Une autre possibilité, c'est que les jeunes s'organisent en grands groupes. C'est-à-dire que de grands groupes, des associations qui vont s'unir et former des groupes un peu plus imposants et essayer, encore une fois, les plaidoyer auprès des dirigeants pour pouvoir prendre part, c'est-à-dire qu'on essaie d'inclure certains jeunes dans les milieux de prise de décision, de sorte qu'ils puissent participer un peu plus efficacement et dans une forme d'inclusion un peu plus fructueuse. Merci. J'espère avoir répondu et si c'est toujours pas clair, je peux renchérir si c'est nécessaire. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour votre générosité et également pour votre engagement pour l'Afrique et pour les questions qui touchent le continent africain. Je retiens des campagnes de sensibilisation pour impliquer les jeunes. Ça, ce sont des propos de Dr Khaled. Et Dr Issa également propose l'éducation comme vecteur. Et je dis en dernière instance que la solution pour la sécurité, de mon point de vue, c'est de promouvoir des gens qui sont intéressés par la paix, des gens qui sont capables d'être en paix avec eux-mêmes, mais également en paix avec les autres. Donc, de ce point de vue, l'éducation joue un rôle prépondérant parce que c'est par l'éducation qu'on façonne des gens qui sont capables d'être en paix avec eux-mêmes et avec les autres et avec leur entourage. On est à terme, on est au terme donc de notre panel. Avant de clore cette séance, je voudrais vous redonner la parole pour vous encore une fois les organisateurs et les organisatrices de cette rencontre
sur l'Afrique et sur la jeunesse africaine et sur les questions brûlantes telles que la sécurité. Je vous remercie. Vous avez la parole pour vos derniers mots, pour vos mots de conclusion, bien évidemment. Mon mot de fin. Vous ne m'entendez pas? Ok, j'espère qu'on m'entend maintenant. Donc, mon mot de fin, c'est vraiment de remercier les organisateurs de ces colloques-là, de nous avoir permis de discuter et de faire connaissance avec d'autres intervenants. Et je fonde espoir que si ces initiatives-là se multiplient, et c'est les Africains que nous sommes, nous allons marquer notre empreinte dans le cadre des réflexions stratégiques pour permettre vraiment à nos gouvernants de prendre en compte tout ce que nous produisons comme connaissances et les permettre vraiment d'améliorer les prises de décision et leur mise en œuvre de politiques publiques en général et de politiques sécuritaires particulièrement, et de mettre au cœur de ces actions les populations et les communautés. Donc, je remercie le modérateur aussi pour la patience et voilà, merci à tous. Alors, merci à vous, monsieur le modérateur. Merci au collègue docteur Issa aussi. Mon mot de fin, ce sera ces remerciements. Donc, je souhaite remercier les organisateurs de ce colloque, remercier aussi le comité scientifique et remercier les modérateurs, remercier la partie technique pour avoir rendu possible cette opportunité d'échange qui nous a enrichis en connaissances et qui nous a permis aussi de faire la connaissance d'un certain nombre de nos collègues, chercheurs d'autres horizons. Donc, c'est sur ces mots que je souhaite terminer mon intervention. Merci encore. Alors, merci beaucoup. C'est la fin donc de la session qui a été consacrée à la jeunesse et qui a été consacrée donc à la jeunesse et l'inclusion des jeunes dans les politiques de paix en Afrique. Nous remercions encore une fois les organisateurs de cette rencontre. Nous remercions également tous ceux Tatiana qui est dans la partie technique. Nous remercions également Linda et Dr Fadel pour la collaboration. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres panels ou bien d'autres cadres de rencontre. Je remercie encore une fois les deux collègues, en l'occurrence Kader et en l'occurrence Dr Issa, pour leur brillante intervention. Et merci beaucoup encore une fois. Merci. Et je pense que c'est de bonne guerre pour l'Afrique et pour le devenir du continent africain. Merci beaucoup et à bientôt.